Nous sommes à la croisée des chemins. TV Liberté n'a jamais été aussi puissante, mais les tentatives de nous anéantir n'ont jamais été aussi nombreuses. Alors que nous allons bientôt atteindre le 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube principale, nos contenus sont invisibilisés, cachés, étouffés pour minimiser notre force de frappe. Les ordres du pouvoir politico-financier pour nous priver de comptes bancaires ont dévoilé leur volonté de nous abattre. Le coup était dur, coûteux. Et il est temps de montrer à présent au système et ses sbires que nous frapper, nous faire disparaître n'est plus une option parce que nous sommes trop nombreux, parce que nous sommes trop déterminés et qu'ensemble nous sommes plus forts. Ces attaques, aussi virulentes et basses soient-elles, trahissent en réalité leur peur. Emmanuel Macron consacre à présent des conférences entières à plaider pour un encadrement, une censure donc, des médias alternatifs. Ils ont peur que nous montrions le réel qui démonte leur narratif. Un exemple parmi d'autres, TVL n'a eu de cesse de dénoncer la corruption qui gangrène l'Ukraine et aspire l'argent des Français bien loin des fables humanitaires. Ces derniers jours, un nouveau scandale de détournement de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros a été révélé. Au cœur de l'affaire, des proches de Zelensky. Certains ont même déjà fui le pays. Le monde imaginaire vendu par les médias est en train de s'effondrer. L'information libre portée par TV Liberté déferle sur leurs mensonges. La vague les submerge. C'est l'instant de vérité. Le système tombe et il faut encore le pousser. Mais malgré notre détermination, notre dévouement intact, les coups que l'oligarchie nous a portés ont eu des conséquences lourdes. La fermeture de nos comptes, la précarité bancaire et les obstacles administratifs auxquels nous sommes confrontés ont grévé nos budgets. Pour aborder 2026, non pas avec sérénité, mais avec assurance, vous devez vous tenir à nos côtés et nous soutenir. Nous sommes en première ligne pour vous, alors assurez nos arrières, faites un don à TVL pour que vive l'information libre. Et n'oubliez pas que vous pouvez défiscaliser 66% de votre don de vos impôts. C'est le moyen le plus simple et le plus juste d'arrêter de financer ceux qui détruisent notre pays. Alors je compte sur vous. Alors il combine connaissance du monde rural et vie de l'entreprise. Philippe Royer publie un ouvrage intitulé « Fils de paysan, notre bon sens commun ». C'est aux éditions Fayard et cet ouvrage est en vente dès maintenant sur le site tvl.fr. Vous allez dans la boutique de TVL pour acheter ce livre et beaucoup d'autres. Bonjour Philippe Royer. Bonjour Martial. Merci d'être votre présence sur TVL. Votre titre place d'emblée le bon sens paysan au cœur de votre propos. Et qu'entendez-vous exactement par cette expression? En quoi elle structure votre vision de la société? Le bon sens paysan, pour moi, c'est la sagesse de milliers d'années. C'est cette capacité à vivre avec le temps et à vivre avec le temps long. Donc c'est cette capacité du rapport au temps, c'est cette capacité de l'observation, c'est cette capacité de savoir qu'il faut semer avant de récolter. C'est toute cette dynamique, cet ancrage rural, c'est cette société du lien. Dans une société aujourd'hui où on a beaucoup de fractures. Donc c'est tout ce que j'ai vécu et sur lequel j'avais envie de m'appuyer sur ce livre. On va le voir ensemble. Vous êtes né à votre domicile, c'est important parce que c'est plus facile que ça. Je fais partie des derniers qui sont nés à domicile. À Montgarou, c'est dans l'Orne, un vrai Montgaroufien, ouais. Au sein d'une famille de modestes agriculteurs. En quoi votre enfance, qui joue un rôle central dans le livre, en quoi elle a façonné cette enfance que vous appelez votre parcours de vie? Elle a façonné mon parcours de vie parce que quand j'ai eu de la chance, et on en reparlera après, d'avoir une carrière où j'ai beaucoup évolué, mais quand j'ai relu ma carrière, je me suis rendu compte que j'avais reçu 80% de l'essentiel dans ce monde rural. Donc j'avais reçu l'amour de mes parents. J'ai eu de la chance d'avoir une famille aimante, j'ai eu une famille où il y avait beaucoup d'humour. J'ai vécu de manière modeste, mais j'ai vécu la sobriété heureuse. À l'époque, c'était les magasins bleus, c'était des camions ambulants qui passaient avec des vêtements. Et on changeait de vêtements quand l'autre était usé. Mais rien ne nous manquait, finalement. Et dans ce monde rural, même l'été, on avait les jeunes qui venaient de la région parisienne dans les résidences secondaires. Ils venaient faire la moisson avec nous, ils venaient travailler avec nous parce que c'était un moment de joie. Et le travail était associé à la joie. Et à la fin de la journée, on pouvait aller faire du foot et du vélo. Donc tout ça était entremêlé. Et c'est un peu toute cette vie rurale que j'avais envie de mettre en avant.
Ah, vous entendez déjà Philippe Royer, vos contempteurs qui vont dire qu'en parlant de tout cela, c'était mieux avant, la nostalgie, cette nostalgie de la terre, vous voyez. Oui, alors moi je suis pas un nostalgique. Autant je fais une relecture positive de ce que j'ai vécu, autant je reconnais que cet enracinement est certainement porteur de fruits aujourd'hui pour moi, autant je suis quelqu'un qui me projette dans l'avenir et toute ma vie j'ai été amené à m'engager et à me projeter. Par contre, il est important de savoir que, notamment par exemple, cette connexion à la terre, cette connexion à la nature, le fait d'aller à la chasse avec mon grand-père, ce lien intergénérationnel, c'est des points manquants pour redresser la situation en France et régénérer une société du lien. Entre la France rurale des années 60 et celle d'aujourd'hui, vous décrivez un basculement profond. Chacun constate cela, bien évidemment. Ce passage d'un monde de paysans structurés à une France rurale souvent désertée. Et est-ce que tout cela, ce passage d'un monde à un autre, s'appuie sur une notion exclusive, celle des ressorts économiques? Est-ce que c'est seulement pour des ressorts économiques? Alors, je pense qu'il y a eu un mécanisme naturel d'évolution de carrière et d'évolution dans la vie, parce qu'on était dans la sobriété heureuse, mais il faut regarder les choses en face. Quand moi je retournais au collège à la rentrée, on n'avait pas pris de vacances et tout ça. Et donc il y avait en moi cette aspiration aussi. Moi je fais partie des gens qui ont quitté le monde rural, donc je fais partie de ces gens-là, mais qui sont restés en lien avec le monde rural. On a eu la chance, j'en parle dans le livre, que l'exploitation agricole soit reprise par mon beau-frère. Donc on a eu la chance qu'il y ait la continuité. Mais j'ai ce double regard et j'ai développé une activité économique au service de l'agriculture qui a fait que je suis retourné très régulièrement dans les exploitations agricoles. Et ce monde-là, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu son nombre d'agriculteurs diminuer. Et on en parlera aussi plus tard. Dans la même proportion que le nombre d'agriculteurs diminuait, le nombre de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture doublait. Philippe Royer, vous me dites que la vie et l'amour, elles sont dans le pré, mais vous avez fait quand même un choix, c'est de ne pas reprendre l'exploitation agricole. Oui. Vous l'avez laissé au beau-frère, mais vous êtes parti. Alors, l'explication, j'ai pourtant fait des... j'aime l'agriculture, et je l'assume. Je reste un amoureux de l'agriculture. J'ai fait des études agricoles, à la fois un brevet de technicien et un BTS agricole, et il se trouve que je me suis marié avec une citadine. Au même moment où mon beau-frère me disait qu'il ne pouvait pas reprendre son exploitation familiale dans l'Aisne et qu'il avait vraiment envie de la reprendre. Donc il y a eu une conjonction d'éléments qui a fait que j'ai été très en paix avec ça. Et moi j'ai vu, pour mes parents, la chance, mon papa est décédé maintenant depuis 9 ans, mais ma maman qui est encore vivante, qui a 92 ans, la joie pour elle de voir son gendre et maintenant ses 2 petits-enfants reprendre la ferme. Tout au long de vos pages, vous pratiquez une rhétorique du réel, oui. Un langage direct, concret, enraciné, on le voit bien, bienveillant, on le verra au fur et à mesure de cet entretien. Certains diraient une rhétorique bisounours. Oui. Je dis cela parce que la question est de savoir si cette rhétorique du réel, que je dis de bisounours, mais qui est une rhétorique du travail, de la responsabilité, est-ce qu'elle peut encore porter dans le débat public? Ou est-ce que ce n'est pas anachronique? C'est ce qui est anachronique, et là vous avez raison de le saluer, c'est qu'aujourd'hui il est plus facile de poser une position d'extrême, que ce soit à gauche ou à droite, qu'une position responsable. Mais moi, face au chaos du monde, j'ai fait le choix de la responsabilité. J'ai fait le choix de la sagesse. J'ai fait le choix des émergences. Et par rapport à ça, c'est un choix assumé. Je préfère perdre un peu d'impact, mais de proposer quelque chose qui soit réellement possible. Parce que pourquoi on a un tel rejet, c'est qu'on a proposé aux gens des illusions, des rêves et des illusions qui ne se sont pas réalisés. Et donc ça amène à ce qu'il y ait une remise en cause des élites, et les gens ont justement soif de ce réel, et soif de ce réel évoqué avec simplicité. Je pense qu'une de mes forces dans mon parcours, c'est d'avoir la capacité à comprendre la complexité du monde, mais d'en parler aussi simplement à un ouvrier qu'à un cadre supérieur, qu'à un ministre que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Vous dites en substance dans l'ouvrage, c'est quasiment à toutes les pages que la France ne sait plus ce qu'elle est, ce qu'elle veut et où elle va. Oui. Et les derniers événements ne vont pas venir vous contredire, ça c'est sûr. Mais cette situation vous amène à vouloir agir en proposant votre propre vision. Et une vision qui tient absolument compte de votre expérience, alors cette fois-ci de chef d'entreprise. Oui.
Est-ce qu'on peut diriger avec le cœur d'un paysan, manager avec le cœur d'un paysan ? Oui, alors on peut manager avec le cœur d'un paysan parce que cette âme paysanne, je l'ai développée tout au long de ma carrière. Et j'ai pris une société en 1998 qui, en 25 ans, a été multipliée par 20 en termes d'activité économique. Donc j'en assume avec joie à la fois le développement que ça a généré en termes d'emploi, la performance économique et le fait d'avoir pu y gagner très correctement ma vie. Et ça a été quelque chose de bien parce qu'il ne faut pas avoir peur d'afficher qu'on gagne correctement sa vie. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. Et moi, j'ai toujours eu cette double branche, j'ai été toujours sur une jambe entrepreneuriale qui m'a amené à entreprendre tout au long de ma vie et une jambe sociale, culturelle, qui m'a amené à être acteur auprès de prisonniers, qui m'a amené à reprendre une librairie, qui m'amène cette année à m'occuper de plus fragiles et d'emmener 1500 personnes exclues à Rome pour un jubilé des pauvres. Donc j'ai toujours eu cette double notion et ça fait partie de moi. Parce que cet autre atout dans la vision que vous élaborez, c'est la foi. Vous avez été président national des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. La foi comme boussole, vous revendiquez votre foi chrétienne comme partie intégrante de votre action, de votre pensée. Est-ce qu'on peut concilier cette fois-ci foi, action et responsabilité publique, presque politique, ne pas séparer la sphère privée de la sphère publique? Est-ce que c'est possible? Parce que je serais François Bayrou, ancien Premier ministre, je vous disais c'est pas possible. Et alors moi je dis c'est possible, c'est même l'inverse. Je n'ai pas été chercher aux extrêmes, vous voyez, non, cherché au centre, l'extrême centre. Et je vais répondre avec simplicité. Et pour moi, il est évident que le problème de notre monde, c'est sa schizophrénie. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit telle personne à un instant, à titre professionnel, une autre personne à titre familial, encore une autre personne à titre spirituel. Non, il ne faut pas confondre le fait d'avoir son unité, son unification de personnes. Moi, ça m'amène une grande paix, une grande joie. Et en plus, je suis très à l'aise parce que j'ai eu une foi qui a été nourrie dans ma jeunesse. Je m'en suis écarté pendant presque une quinzaine d'années pour y revenir. Donc, je ne suis pas non plus quelqu'un qui a toujours été baigné dans ça. Donc, j'y suis revenu parce que j'ai senti que ça me faisait du bien par rapport à ça. Après, une fois qu'on est animé de sa foi, on vit dans un monde laïque que je respecte pleinement. Alors à quoi ça sert d'être un dirigeant chrétien par rapport à un dirigeant normal? Qu'est-ce qu'est la valeur ajoutée? Pardonnez-moi, je vous parle alors, je vais vous dire que la première valeur ajoutée, et peut-être égoïstement, elle était pour moi d'avoir une grande paix intérieure et une grande joie profonde d'être cette même personne dans toutes les dimensions. Après, je pense que ça a nourri, parce qu'effectivement, nos fondamentaux doivent nourrir notre action, vous le disiez juste avant, et ça a nourri mon action auprès des plus précaires. Mais ça aussi me nourrit mon action d'entrepreneur, d'oser prendre des risques, et j'ai toujours considéré l'argent comme un moyen. Donc je suis très à l'aise dans le rapport à l'argent, mais quand il s'agit de mettre de l'argent pour reprendre une librairie dont je savais que ça me coûterait plus d'argent que ça me générerait de bénéfices, je le fais, et je le fais avec joie. Et vous en donnez le mode d'emploi. Ouais, et j'en donne le mode d'emploi, et en plus ce qui est intéressant, c'est dans une société qui est dans la tyrannie de l'avoir et de la volonté, moi je dis non, l'enjeu c'est d'être. L'enjeu c'est d'être. Il faut revenir à cette capacité intérieure à être ce que l'on est pour pouvoir se déployer à l'extérieur en étant cette personne qui assume le fait qu'il y a des enjeux matériels et que, bien sûr, il faut une volonté pour pouvoir se déployer. Philippe Royer, quand on se dit dirigeant chrétien, vous avez été président de cette association, oui. Quelle est l'obligation? S'il y avait une seule obligation à retenir, qu'est-ce qui vous oblige? Qu'est-ce qui m'oblige? C'est de privilégier cette question de l'être et de ne pas être en addiction avec l'argent. Vraiment, pour moi, ça a été quelque chose. Quand à chaque fois, je me suis libéré de mes euros pour pouvoir les mettre au service du bien commun, à chaque fois, j'ai senti une grande liberté. Et aujourd'hui, on est dans un monde, j'explique, bien sûr, il faut retrouver un projet pour la France, pour notre pays, mais il faut aussi que chaque personne comprenne que le monde changera si on fait un pas de côté. Or, on est dans un monde où les gens voudraient que le monde change, mais ils voudraient que ce soit les autres qui changent. Moi, toute ma vie, ma foi, mais aussi tout ce qui m'animait au-delà de ma foi, m'a invité à faire les pas de côté et à garder cette profonde liberté. Et je peux dire que je suis quelqu'un de libre. Et cette liberté, je pense l'avoir traduite tout au long de ma carrière.
Et vous considérez que donner un élan à nos vies, c'est au préalable remettre en ordre et debout la nation. Oui. Le premier défi étant, vous le dites, de conjuguer tradition et progrès Oui. avec conservatisme et innovation. Oui. Et vous dites, depuis de nombreuses années, plusieurs décennies même, on fait l'inverse, on déconstruit les fondements de la société. Oui, on déconstruit, c'est-à-dire qu'on a pensé qu'en coupant les racines, il allait pousser quelque chose de nouveau. On était aussi à l'ère de la réalité virtuelle, quelque chose de virtuel qui serait beaucoup mieux que l'ancien. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va mettre 2000 ans d'histoire de côté et qu'on va inventer. Et tout ça, ça fait pchit. Ça fait pchit. Et l'autre point, c'est qu'on a fait croire qu'on pourrait toujours travailler de moins en moins, voire qu'on pourrait même, il y a eu même des propositions, on pourrait ne plus travailler et qu'on aurait tous une allocation pour vivre en société. Non, moi qui accompagne les plus fragiles, quand j'accompagne des gens qui sortent de la rue, je peux vous promettre que quand ils trouvent un job, même des fois simplement 10 heures par semaine au début, parce qu'ils ne peuvent pas faire plus, je vois que ça rétablit leur dignité, leur fierté de contribuer. Il n'y a rien de pire dans notre société, et je pense qu'il faut vraiment là changer de modèle, c'est de dire à quelqu'un, on te donne de l'argent, mais on n'a pas besoin de toi. Je crois que c'est vraiment tout l'inverse de ce qui m'anime. Vous avancez aussi un second défi, celui d'être pleinement nous-mêmes en assumant nos valeurs. Mais vous ajoutez, sans basculer dans l'identitarisme. Oui. Et je me suis dit, défendre son identité, est-ce que c'est basculer dans l'identitarisme? À quel moment tombe-t-on dans l'identitarisme? Alors, c'est intéressant. Moi, je crois que l'identité, on doit, pour justement se reconnecter à ses racines, il faut assumer cette identité. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Mais on a aujourd'hui deux grands déviateurs qu'on observe dans la société et qui sont peut-être majoritaires. Pour ça qu'il faut qu'il y ait un courant majoritaire qui émerge, qui est un courant de l'identité nourri de l'altérité. Mais je parle des deux déviateurs. Le premier, c'est la fuite en avant dans lequel on ne veut plus d'identité. Et là, on a des êtres invertébrés qui ne savent plus où est-ce qu'ils vont. On crée des zombies. Donc, moi, je ne suis pas pour qu'on crée des zombies. Et quand on voit que 20% des jeunes aujourd'hui ont des problèmes psychologiques, voire ont des anxiolytiques, ce n'est pas du tout le type de société que je veux offrir aux jeunes. À l'inverse, je vois des personnes qui ont de l'identité, qui, devant cette fuite en avant et ce côté liquide de plus en plus de la société, sont en train de se rigidifier et être guidés par la peur. Et pour moi, on bascule de l'identité à l'identitarisme quand la peur peut éveiller. Ça, je pense qu'elle a un bon côté au début, la peur, mais quand on est dominé par la peur. Et quand on est dominé par la peur, on est absorbé par le chaos, et c'est-à-dire qu'on est soi-même à sa manière acteur du chaos, alors que quand on a le droit d'avoir peur d'une situation, de se mettre en mouvement, et c'est là où l'identité doit amener au respect de l'altérité, et cette identité au respect de l'altérité n'empêche pas que ça soit avec autorité. La peur répond peut-être aussi à une préoccupation normale. Je veux dire, à partir du moment où son identité est attaquée, soit par des formes de submersion migratoire, soit sous des formes de violence. Par exemple, vous êtes catholique, vous dites que vous êtes catholique. Aujourd'hui, les églises sont prises à partie, les gens peuvent avoir peur. J'assume complètement que la peur, je dis d'ailleurs dans le livre que le besoin de sécurité, et c'est le début du pacte social entre une nation et des personnes. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans la négation que les gens puissent avoir peur, voire aient raison d'avoir peur. Et par rapport à ça, il est normal qu'un État protège ses concitoyens. Sinon, on arrive à la violence sauvage. Si vous ne vous sentez plus protégé par votre État, ça veut dire que le pacte social de protection de l'État vis-à-vis de vous n'est plus opéré. Donc il est normal que chacun se défende. Et là, on arrive à la violence, on arrive au fait que chacun veut être armé, et on arrive dans une société que je ne souhaite pas sur ça. Par contre, je ne suis pas du tout naïf quand je parle de la partie de migration et de l'immigration. Je dis que dans le livre, je propose qu'on puisse suspendre le fait que je pense qu'on a beaucoup à faire dans le fait d'intégrer et d'assimiler des gens qui nous ont rejoints en France. On a donné beaucoup de droits à ces gens, je pense qu'il faut mettre beaucoup de devoirs. Je dis qu'un des personnages qui pour moi est marquant, c'est le général de Gaulle, parce qu'il a cet amour de la France. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental, c'est qu'il faut qu'on aime ce pays. Soit parce qu'on est français de
souche, soit parce qu'on a décidé de rejoindre la France. Mais si on a décidé de rejoindre la France, mais qu'on n'aime pas la France, il faut aller à un endroit qu'on va aimer. Et ça, je pense que même si je suis d'un tempérament plutôt modéré, je suis très ferme sur ces questions-là parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que le cadre, c'est le cadeau qu'on fait aux personnes pour pouvoir s'insérer. Si ce cadre ne leur convient pas, ça peut pas, par exemple, le fait de pratiquer la langue française. J'ai des amis qui sont au Rocher, qui ont été au Rocher à Marseille, qui ont été au Rocher à Bondy, et ils disent, de toute façon, si les gens ne parlent pas la langue, la maman ne peut pas aller rencontrer les parents d'élèves, et c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Donc, il y a une exigence évidente qu'on n'a pas osé mettre, qu'il faut mettre, et je pense qu'on a un gros travail d'intégration et d'assimilation. Par contre, je pense qu'il y a aussi un principe de réalité. C'est peut-être mon principe de réalité terrien, c'est que les gens qui sont sur le territoire et qui sont de nationalité française, autant leur proposer un projet attractif pour qu'ils aiment la France. Vous, au milieu de l'ouvrage, vous faites une proposition, on dit voilà la raison d'être que je propose pour notre pays. Je ne vais pas la citer en entier, je vais choisir une phrase et ça m'a laissé un peu songeur. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. La France est une nation leader en Europe qui s'attache à ce que chaque citoyen puisse être protégé et vivre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et je me suis dit, Monsieur Royer, est-ce suffisant pour redresser le pays que ces valeurs qui n'ont pas empêché dans l'histoire les injustices, la servitude, voire même si on remonte aux origines, la terreur? Oui. Alors, sur ça, je vais être très clair. C'est que je dis d'abord que la France doit devenir une nation leader en Europe. Je suis pour une Europe des nations. Je suis pour une Europe dans laquelle on y mène des projets concrets, on arrête avec la normalisation et la bureaucratisation dont tout le monde est épuisé par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose. Après, la liberté, l'égalité, la fraternité. D'ailleurs, j'explique que la liberté... C'est pas un peu court ? Non, alors, c'est pas un peu court. Vous n'avez pas lu toute la raison d'être. Donc, si vous complétez si vous rajoutez les autres éléments, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus complète et que vous ne pouvez pas la réduire à cette phrase. Et donc, par rapport à ça, simplement, je voudrais rebondir sur les trois termes. Liberté d'entreprendre. Pour moi, je vais beaucoup plus loin que la simple liberté. La liberté, chacun est invité à entreprendre sa vie. Si chaque Français entreprenait sa vie, que ce soit comme infirmier, comme journaliste, comme entrepreneur, comme pompier, ça serait super. J'explique que l'égalité, pour moi, est plus une question d'équité. Je pense que l'égalité qui a voulu être normative, qui a été animée par le communisme, on a vu l'impasse, on a vu les goulags, et ça ne peut pas être le modèle. Donc à chaque fois, j'utilise ces termes pour les commenter et pour expliquer ce qu'il en est. Et la fraternité, je pense que la fraternité, elle est indispensable. C'est comment je rebâtis une société du lien par rapport à ça, dans lequel chacun est appelé à ses devoirs. Mais je pense qu'on a besoin de fraternité sur ça. Et autant je pense qu'il faut être exigeant, on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'autant il faut recadrer beaucoup de choses en France, autant il faut diminuer plein d'allocations qui sont allouées à mauvais escient, mais autant je pense que je suis pour une radicalité de transformation de la France, mais je souhaite qu'elle soit animée par l'amour, pas par la haine de l'autre, et ça c'est quelque chose qui me caractérise. Oui. Je souhaite simplement que nous réveillons et que nous nous réveillions et que nous sortions de l'impasse dans laquelle la France est engagée. Et vous dites à votre lecteur que tout cela nécessitera de la persévérance. Effectivement, à l'issue de l'ouvrage, il y a beaucoup de pistes qui sont données, et beaucoup de persévérance. Et est-ce qu'il faut ajouter, alors vous l'avez dit, mais pour l'amoindrir déjà, est-ce qu'il faut ajouter ce mot, une radicalité? Oui, vous l'avez dit, mais vous l'avez amoindri, la radicalité de l'amour. Non, je dis radicalité de transformation, donc radicalité, sans ambiguïté, et j'ai dit pas de l'amour, animé par l'amour. C'est-à-dire que mon exigence, c'est la radicalité qu'a un parent vis-à-vis de ses enfants. On ne laisse pas faire n'importe quoi à nos enfants, parce qu'on les aime. Et quand des gens n'ont pas le bon comportement en France, on ne les laisse pas faire n'importe quoi, parce qu'on les aime. Par contre, s'ils font n'importe quoi, il y a la case prison, et il doit y avoir d'autres cases à gérer, sans ambiguïté. Je suis très à l'aise par rapport à ça. Quand on propose un schéma vertueux, on met chacun devant sa responsabilité de respecter la règle. Aujourd'hui, on est dans un schéma du pire. C'est-à-dire qu'on n'assume plus
la vertu. Et en plus, quand les gens fautent, il ne se passe rien. Il se passe rien. C'est-à-dire que moi, on a repris une librairie, on a vu des jeunes qui sont venus dans la librairie faire des vols, pris en flagrant délit. Les policiers ont fait leur travail, ils ont instruit le sujet, donc on ne peut rien leur reprocher. Le soir, on avait ces jeunes qui étaient devant la porte avec un groupe pour menacer les salariés. Il faut que la peur change de camp. C'est Thibault de Montbrial qui vient d'écrire sur ça. Et en parlant du choc nécessaire, je suis complètement d'accord qu'il faut que la peur change de camp. Et ça va nécessiter une fermeté, ça va nécessiter de la sécurité. Mais je souhaite que ça soit pour une vie économique prospère. C'est-à-dire que pour moi, tout ça, c'est un préalable indispensable à ce que la vie économique puisse reprendre, que les gens aient envie de travailler, qu'ils soient même heureux de travailler. Quand on a de la chance d'avoir la carrière que j'ai, si je vais travailler, si demain je dois travailler jusqu'à 65 ans, je peux tout à fait travailler jusqu'à 65 ans. Je trouve beaucoup plus logique que quelqu'un qui a été charpentier ou qui a été exposé à être sur des toitures puisse avoir une retraite à 60 ou à 62 ans. Voilà. Donc ça me choque pas, mais le point, c'est qu'il faut remettre cette culture du travail. Quand je vois qu'on suspend la réforme des retraites alors qu'on est dans une impasse économique et on voit tous les autres pays qui ont des retraites à 67 ans, là on se dit qu'il y a un truc qui bug. La persévérance, je me suis dit, c'est le dernier mot, parce qu'il nous reste une minute. Plus que la persévérance, je dirais le courage. Le courage, la persévérance. Si j'ajoutais aussi l'espérance. Oui, bien sûr. Alors, moi, je dis que j'ai fait une vidéo, un teasing pour lancer le livre, et je termine par prenons le risque de l'espérance. Je pense qu'on est devant une situation très compliqué et je pense qu'on n'est pas encore au bout du chaos. Je préférerais qu'on y soit, mais je crois que malheureusement on va vivre encore quelques mois où on va aller encore un peu plus bas, parce que je vois pas une prise de responsabilité actuelle qui nous sortirait du chaos. Donc ça veut dire qu'on va avoir un chaos plus fort. Seule l'espérance, c'est ce qui nous reste quand il n'y a plus d'espoir. Et c'est pour ça que moi j'ai eu cette intuition quand Fayard est venu me chercher, cette intuition qu'il fallait porter ce livre, et il arrive à point nommé. Il arrive à point nommé parce qu'on a besoin de redonner une espérance, on a besoin de redonner un élan à la vie des Français et on a besoin de redonner une chance à la France. Et vous donnez un chemin, j'invite chaque téléspectateur à emprunter ce chemin et à se faire son propre avis. Fils de paysan, notre bon sens commun. Merci Philippe Royer. Merci beaucoup Martial.